Cette recommandation-là a été faite après le vol Paris-Rio, par M. Troadec d'ailleurs. Il ne s'est jamais rien passé. Donc, nous, les familles, c'est ça qu'on ne peut pas supporter. Vous dites que c'est un problème d'argent. Moi, je me mets à la place de Guylain Watrelot, c'est un problème d'argent. Bon, c'est quand même une boîte noire qui dure 60 jours de plus, c'est pas très cher. Oui. Il y a des améliorations qui sont très simples et qui ne coûtent pas cher. L'augmentation de la durée de vie des boîtes noires, c'est évident, il suffit de changer la batterie. Et Air France l'a fait. Faire en sorte que les avions transmettent leur position par satellite régulièrement, c'est très simple aussi. Et en particulier, ce qu'on peut très bien imaginer, ce qu'a fait Air France d'ailleurs, c'est que la position soit transmise en temps normal, par exemple, toutes les 10 minutes pour ne pas encombrer les satellites, mais qu'en cas d'événement fortuit, par exemple, l'avion perd de l'altitude et on a la possibilité qu'il y ait un accident imminent, à ce moment-là, la position est transmise toutes les minutes. Donc oui, il y a des solutions techniques simples et qui ne coûtent pas cher, mais qui malheureusement ne sont pas encore mises en œuvre. Et pourquoi alors, si elles sont simples et coûtent pas cher? Parce on se permet d'insister, parce qu'on est un peu étonné, franchement. Non, mais cela veut dire, sur les avions long courrier maintenant, à Corsair, pour ne parler que de cette compagnie que je connais bien, vous avez un système de report de position automatique qui évite au pilote de transfert en permanence. Donc, à tous les 10 degrés sur une traversée de l'Atlantique, le contrôleur aux États-Unis ou ailleurs sait parfaitement où est l'avion. Donc, c'est facile à faire, ça. Ça, c'est une adaptation technique que quelques ingénieurs peuvent faire en quelques jours. Ça, c'est possible à faire tout de suite. Parce que Boeing, il a travaillé sur un nouveau procédé, donc un système de transmission en temps réel des données de vol des avions de ligne. C'est ça un peu Oui, pourquoi pas. Ça, ce serait la solution. Ça veut dire quoi alors concrètement en fait vous pourriez suivre la trajectoire de l'avion en permanence. Donc, ça n'empêche pas un déroutement, ça n'empêche pas un pirate ça n'empêche pas une bombe, ça n'empêche pas un missile, mais par contre, ça permet de retrouver l'avion à coup sûr. Parce que là, on est d'accord, c'est absolument pas le cas. Ah ben non, là, la preuve, c'est que là, on parle d'un accident qui a eu lieu il y a 4 ans, et personne ne sait avec certitude où il est. Comme à l'occasion du Rio-Paris, où la zone de recherche était quand même relativement précise par rapport à ce qu'on vit actuellement. Alors moi, je voulais qu'on revienne sur une autre hypothèse, le piratage informatique à distance. La cybersécurité serait vulnérable dans les avions. Non, c'est des rêves, ça. Ça n'existe pas. Donc ça n'existe pas. Non. J'aimerais réagir là-dessus. Parce qu'il y a beaucoup d'interrogations là-dessus, quand même. Non, je vais vous dire ce qui se passe. Moi, ce à quoi je crois, c'est... rappelez-vous, le 11 septembre, George Bush prend la parole et dit « il faut qu'on puisse contrôler les avions quand il y a des pilotes de l'avion ». Je peux vous dire que ça a été fait. Je peux vous dire que c'est très facile. Ça aurait été testé sur des avions, c'est ce que vous voulez dire. Bon, d'abord, j'ai retrouvé les brevets. C'est des brevets Honeywell et Boeing. Donc, les brevets existent. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez les trouver. Ils sont... Ensuite, il s'avère que sur Wikipédia, il était même marqué que tous les Boeing avaient été équipés. Ça a été effacé depuis que je l'ai dit. C'est bizarre. C'est pour que les avions puissent être contrôlés à distance en cas de détournement. En cas de détournement. C'est bien ça. C'est très simple. Je vais vous expliquer comment ça marche. Dans un avion, vous avez un ordinateur de bord. L'ordinateur de bord, vous pouvez rentrer la route de l'avion, d'accord ? Cette route peut être rentrée depuis le sol sur un avion. Bon, le pilote va vous dire, mais cette route, il faut que je la valide. Oui, cette route, il faut que je la valide. Mais quand vous faites une mise à jour de votre iPhone, vous savez ce qu'on vous met dessus ? Eh bien, il suffit de faire une mise à jour. Boeing fait une mise à jour de l'ordinateur de bord en disant, il y a un super utilisateur qui est ce monsieur qui est au sol, et dans ce cas-là, c'est lui qui a la priorité sur le pilote. Oui, c'est très facile. Sur le principe, je suis d'accord. D'ailleurs, on peut télécharger les routes par certaines compagnies le font, mais au sol, évidemment. Mais une fois en vol, quelqu'un mal intentionné qui voudrait modifier une route dans l'ordinateur de bord, le pilote déconnecte l'ordinateur de bord et repasse un manuel, le problème est réglé. Donc je ne vois pas actuellement une tête mal pensante au sol pouvoir modifier la route d'un avion. C'est pas possible. Mal pensante, je pense pas. Moi, je pense que c'est volontaire et c'est dans le cas où il y a des pirates à l'intérieur. On prend le contrôle de l'avion. On utilise des AWAC, on utilise des choses comme ça. On prend le contrôle de l'avion et on l'amène où on veut. Donc pour ce vol MH370, le vol aurait pu être piraté informatiquement. Donc c'est encore une fois, c'est un piratage d'État. Dans ce cas, c'est une autre hypothèse. Les pilotes sont assassinés ou oui, mais vous êtes obligé. Le pilote n'étant plus là, après éventuellement on peut faire, mais enfin ça n'a pas encore été prouvé. Vous êtes obligé de dépressuriser l'avion. Voilà. Ça, c'est possible. La technologie est disponible. Il y a effectivement un brevet qui a été déposé. Quant à l'utiliser et à ce que les avions soient capables de recevoir ces informations et d'être modifiés en vol via des liaisons satellites, en tout cas dans le cas du MH370, personnellement j'en doute.
Mais il est vrai qu'il y a des réflexions sur la possibilité, en cas de prise de contrôle de l'avion par des personnes malveillantes, ou même en cas d'incapacité totale des équipages, ça pourrait arriver, qu'on fasse une prise en main de l'avion depuis le sol. Ça se fera peut-être un jour. Ça fait quand même 4 ans donc, que cet avion a disparu. Est-ce que c'est déjà arrivé sur un autre crash, qu'on ait autant d'incertitudes 4 ans après ? Est-ce qu'on est face quand même à peut-être un des plus grands mystères de l'aviation civile à l'heure actuelle ? Ce n'est pas forcément le plus grand mystère, puisqu'il y a eu des avions, par exemple, qui se sont perdus dans les Andes et qu'on a trouvés 30 ans après. Il y a des petits avions qui ont disparu dans des forêts aux États-Unis et qu'on a retrouvés très, très, très longtemps après. Non, ce qui frappe ici, c'est l'importance du nombre des victimes. C'est effectivement la première fois qu'un avion transportant autant de passagers, un avion aussi gros, aussi important, disparaisse sans laisser de traces ou en laissant des traces qu'on a retrouvées très longtemps après de cette façon. Et il se peut qu'on le retrouve jamais ? Il se peut qu'on ne le retrouve jamais parce que la zone d'incertitude est tellement élevée que même peut-être les prochaines recherches ne les découvriront pas, ou peut-être qu'on le trouvera dans très très longtemps, le jour où les moyens de recherche sous-marine auront été tellement améliorés qu'on pourra courir des milliers et des milliers de kilomètres carrés en une journée, et à ce moment-là, on pourra peut-être explorer tout l'océan Indien. Alors moi, je voulais qu'on revienne sur une autre hypothèse, celle qui est peut-être la plus populaire chez les pilotes, et que le commandant de bord ait pu détourner son avion, dépressuriser la cabine pour tuer les passagers et l'équipage, et en plus, après l'avoir fait voler jusqu'au bout grâce à sa réserve d'oxygène. Aucun intérêt. Il aurait écrasé l'avion tout de suite. Aucun intérêt de continuer à voler pendant 6 heures. Quelqu'un qui veut se suicider ne se met pas sur le balcon chez lui pendant 6 heures avant de sauter. Il le fait tout de suite. Moi, je ne vois pas pourquoi il ferait ça. Enfin, je ne comprends pas. On est plus de 4 ans après, vous restez combatif, vous êtes dans Bien sûr, moi je suis persuadé qu'on saura, persuadé qu'on aura une réponse, parce que je suis persuadé qu'on connaît la réponse. Donc voilà, c'est tout. Vous pensez qu'un jour, quelqu'un la révélera ? Oui, parce que un avion comme ça ne peut pas disparaître dans une zone aussi surveillée. Je parle encore des militaires. Cette zone est extrêmement surveillée. Il y a des tensions énormes dans cette zone. Donc cette zone est surveillée. On a suivi cet avion, on sait où il est. Je ne dis pas forcément qu'on sait ce qui s'est passé, on sait si c'est crashé, on a vu où. Donc ça veut dire, encore une fois, il a traversé beaucoup de pays. Donc il y a des tas de gens qui ont un petit bout de l'histoire. Ces gens-là vont partir à la retraite, ces gens-là vont un jour en parler. Ces gens-là n'ont pas le droit de parler aujourd'hui. Mais demain, ils vont parler. Et petit à petit, on saura l'histoire. Et vous êtes persuadé vraiment qu'on vous cache quelque chose ? Ah bah c'est évident, oui. Vous continuez les recherches de votre côté, c'est ça ? Oui. Comment vous faites concrètement, ça se matérialise comment ? On a fait beaucoup de choses. D'abord, je le fais moi, je passe du temps personnellement. Les familles, par exemple, à un moment donné, on avait demandé un financement participatif sur Internet pour essayer d'avoir des dons et pour rémunérer des informateurs. On n'a pas eu assez d'argent pour rémunérer des informateurs, parce qu'un informateur, on en a eu qui nous ont demandé $1 million, mais on a utilisé des enquêteurs privés qui nous ont amené certaines choses. C'est pour ça que je vous dis, je suis persuadé qu'on sait. Parce que quand même, on a récupéré quelques informations qui nous permettent de dire ça. Vous êtes toujours en contact du coup avec les autres Les autres familles, oui, bien sûr. Mais les autres familles, il faut savoir qu'il y a énormément de Chinois. Ils sont un tout petit peu moins libres que nous. Des Malaisiens, je dirais qu'ils ne sont pas beaucoup plus libres. Et puis, il y a quelques Occidentaux, mais on n'est pas beaucoup. Et c'est très compliqué. Je suis le seul Français et le seul Européen. Donc, pour communiquer avec tout le monde, c'est assez compliqué. Alors, qu'espérez-vous de ces nouvelles recherches ? Retrouver enfin la boîte noire, ça vous permettrait peut-être de faire enfin votre deuil, peut-être ? Non, le deuil, pour moi, le deuil, il a été fait le jour où on a trouvé le premier débris. Je ne sais pas ce que ça veut dire, faire son deuil, mais on ne fait jamais son deuil. Mais pour moi, on avance. On a dit il y a un an, il faut aller plus au nord, il faut chercher plus au nord, on va chercher plus au nord. Donc soit il y a quelque chose, très bien, soit il n'y a rien, ça veut dire dans cette zone, il n'y a rien. Si on ne trouve rien dans cette zone-là, pour moi, ça veut vraiment dire, Inmarsat, vous êtes foutus de nous. Et si on ne trouve rien là, dans ces zones-là, on peut imaginer que les recherches après seront abandonnées ? Ou non, il y aura toujours une entreprise derrière pour poursuivre les recherches ? Ou on peut imaginer qu'à un moment donné, on se dise, bon, stop, on a tout essayé, c'est fini ? On ne peut pas répondre à cette question si facilement. Là, ce qui est assez étrange dans ce contrat de la société Ocean Infinity, c'est qu'une société privée
et pris le risque Oui. de dépenser autant d'argent pour, si ça se trouve, ne rien trouver. C'est vrai que ça, Alors c'est incroyable. si dans les 90 jours ils trouvent l'épave, c'est bien ça, ils pourront être remboursés à hauteur de 90 millions d'euros. C'est ce que j'ai lu. Hein. Moi, j'ai vu 70 millions de dollars, enfin, peu En importe. tout cas, ils sont rémunérés en fonction. Oui, entre de ce qu'ils 50 et 90. Ouais. Ils sont rémunérés s'ils trouvent quelque chose. Alors, le contrat est assez compliqué. Hein, c'est-à-dire qu'il y a une première zone qui est définie, 5000 m². Si vous explorez 5000 m² et que vous trouvez l'avion, vous avez tant, et puis ça s'étend. Mais il y a un plafond maximum. Alors, il est vraisemblable que cette société pense que dans la limite du plafond qui lui sera alloué, elle a toutes les chances de retrouver l'épave. C'est ce qu'on peut penser. Ce sont des gens rationnels a priori qui cherchent certainement à obtenir une image, parce que s'ils retrouvent l'épave avec les moyens qu'ils ont utilisés, ils vont avoir une image extraordinaire. Mais Sans compter qu'il y a ils peuvent faire autre chose. Hein. Les fonds marins, c'est quand même les ressources de demain. Donc, ils font pas ça. oui, c'est que derrière, il y a d'autres... Parce que c'est un pari extrêmement risqué. Il est clair que s'ils ne trouvent pas pendant 90 jours, j'aurais du mal à comprendre pourquoi aller chercher ailleurs et où. Bon, allez-y. Et non, je disais qu'on a balayé de moultes hypothèses. Quelle hypothèse vous privilégiez aujourd'hui? Je vous pose la question à tous les deux, vous quelqu'un de grand spécialiste. Mon sentiment, c'est qu'il y a eu forcément un acte de piraterie. Pourquoi? Parce que Ou c'est un acte de piraterie. un avion qui a changé 4 fois de cap, ça ne se fait pas de façon simple et autonome. Il y a quelqu'un qui a décidé que l'avion aille ailleurs. Donc c'est une piraterie, forcément. Alors, est-ce que, quand on a perdu les traces de cet avion au bout d'une heure de vol, est-ce qu'il a été abattu? Mais dans ce cas-là, ça laisse à supposer que les trajectoires radar de l'Indonésie, de la Malaisie et autres soient fausses. Et pourquoi elles seraient fausses dans ce cas-là? C'est parce qu'on nous cache quelque chose. Donc tout ça est très complexe. Mais la piraterie, à mon avis, je suis convaincu. Une piraterie qui aurait été commanditée par un Par État? Par un État ou par un individu seul, ou par un groupe de terroristes, ou par un malade mental. Jean-Paul Troadec. Alors, il y a ce dont je suis sûr et ce que je peux imaginer. Ce dont je suis sûr, c'est que l'avion a fait l'objet d'une prise de contrôle illicite, qu'ensuite il a suivi une trajectoire extrêmement sophistiquée par quelqu'un qui savait que les militaires n'allaient pas réagir, parce que dans ces pays-là, on ne réagit pas forcément comme on l'aurait fait en France, et qu'il a donc réussi à échapper à tous les contrôles radars, et qu'ensuite, il s'est dirigé vers l'Australie en cherchant probablement à disparaître, et pour une raison que j'ignore. C'est un peu finalement ce que Oui, vous imaginez aussi. Oui, je pense que l'avion a été abattu. Et l'avion a été abattu pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un dans l'avion, quelque chose dans l'avion. Et on ne veut pas que cette chose arrive à Pékin où l'avion a été piraté et on doit l'abattre. Mais ce qui est étrange, c'est que derrière, on aurait peut-être une revendication ou... Là, on est juste complètement dans l'inconnu. Alors, il y a des groupes terroristes qui revendiquent jamais, déjà. Ça arrive. Parce qu'ils veulent rester les victimes du système. Ils veulent pas, surtout, ça arrive, il y en a. Et c'est vrai qu'il y a eu des revendications, mais qui ont été tout de suite déboutées par les juges. C'est vrai que s'il y avait piraterie, c'est étonnant qu'il n'y ait pas de revendication. Vous, en tout cas, vous croyez en quelque chose de très organisé derrière? Oui, parce que j'en ai discuté avec des collègues spécialistes du contrôle aérien. La trajectoire qui a été suivie est faite de façon à passer à la frontière des différentes zones de contrôle, de façon probablement à faire en sorte que chaque contrôleur pense que l'avion était sous le contrôle de l'autre, et réciproquement. Et ceci n'a pas entraîné de réaction. Par ailleurs, cette personne savait probablement aussi que les militaires malaisiens ne réagiraient pas. Et moi, ils m'ont expliqué pourquoi, les militaires malaisiens. Ils m'ont expliqué qu'ils étaient un pays en paix avec tout le monde, qui n'avait pas d'ennemis, qu'un avion qui traversait leur espace ne pouvait pas représenter une menace. Alors, c'est vrai ou c'est pas vrai, mais je pense que la personne qui a détourné cet avion faisait ce raisonnement. Donc c'était extrêmement bien préparé, et probablement préparé avec l'assistance d'autres personnes. Et c'est peut-être en ça qu'on peut peut-être rejoindre ce qu'a dit M. Vatrelos. Il y a peut-être des gens qui n'étaient pas dans l'avion et qui ont une idée de ce qui a pu se passer.
Alors vous nous aviez dit tout à l'heure que vous aviez écrit à François Hollande, à Barack Obama. Qu'attendez-vous du gouvernement français aujourd'hui? Non, moi, je vais vous donner juste un exemple. Moi, je voulais que le gouvernement français s'implique plus, qu'il aille pas seulement en Malaisie. La dernière fois, François Hollande est allé en Malaisie, et je l'avais vu avant, et je lui avais demandé de parler de ça. Et de dire, c'était le moment où les recherches avaient été arrêtées. Donc je lui avais juste demandé une chose, c'est, s'il vous plaît, parlez de ça avec le Premier ministre malaisien, et demandez que les recherches soient reprises. C'était juste ça que je voulais de lui. Il n'a pas fait ça. Par contre, il a vendu des Rafales. Donc voilà. Oui, donc maintenant, donc c'était François Hollande. Aujourd'hui, c'était Édouard Philippe, c'est Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous c'est comptez faire? la même chose. C'est qu'on soit présent vis-à-vis du gouvernement malaisien en disant, on peut pas. C'est pas un mystère. On peut pas arrêter comme ça. Et après, il y a encore autre chose. C'est que savons-nous vraiment en France? Ça vous a pas échappé que l'été dernier, l'Australie a sorti des photos françaises 3 ans après. Des photos qui venaient de la France. Moi, je suis désolé, ça m'a scandalisé. Et c'est ça qui fait que maintenant... Ça m'a scandalisé. Donc, quand la France me dit « je ne sais rien », je suis désolé, c'était une photo française. Mais on est d'accord que c'est ça qui a fait qu'on a déterminé cette nouvelle zone, entre autres, de 25 000 m² sur laquelle on s'intéresse. C'est un des éléments. Mais comment expliquer, effectivement, que ces images de débris aient été cachées Je pense qu'elles n'ont pas été cachées. Je pense qu'elles ont été communiquées dès le début, mais qu'elles n'ont pas été exploitées. Mais c'est vrai que ça semble aberrant. Elles n'ont pas été cachées. Elles proviennent, on sait très bien les satellites d'où elles proviennent. Elles ont été communiquées, mais pourquoi n'ont-elles pas été exploitées? Ça, Alors moi, je veux bien croire qu'elles n'aient pas été peut-être exploitées par la Malaisie qu'on leur a envoyées, mais que la France ait envoyé des photos sans les exploiter, je n'y crois pas une seconde. Voilà. Vous avez une sensation d'échec? Je m'adresse à vous parce que vous avez travaillé et enquêté sur plusieurs crashs. Est-ce que sur ce crash-là, il y a un sentiment d'échec avec toujours tant d'incertitudes? Alors, je pense qu'il y a... on pourrait s'interroger sur la façon dont les recherches ont été menées par l'Australie. Donc, je rappelle qu'elles ont duré 2 ans et demi, avec des moyens finalement qui étaient suffisamment performants mais trop limités, ce qui fait que les recherches ont duré très longtemps, qu'en plus elles se sont prolongées tout au long de l'année, et donc notamment pendant l'hiver austral, ces bateaux ont eu à subir des vagues de 18 mètres de haut, enfin c'est... Donc dans des conditions qui n'étaient pas raisonnables. Donc je ne suis pas sûr que les recherches aient été menées de la façon la plus performante possible. Et d'ailleurs, vous remarquerez qu'on ne parle plus des Australiens au cours du contrat entre Ocean Infinity et puis la Malaisie. Donc voilà, je pense que s'il y a un échec, il est peut-être là. Pour autant, je ne leur jette pas la pierre. Je pense qu'ils ont fait le maximum, qu'ils ont dépensé beaucoup d'argent, mis en œuvre beaucoup de moyens, mais peut-être qu'on aurait pu mener ces recherches d'une façon plus efficace. Bon, maintenant, en ce qui concerne l'enquête proprement dite, il y a eu un rapport qui a été publié par les Malaisiens, je crois qu'il date d'il y a plus de 2 ans. Donc on voit bien que de leur côté, l'enquête piétine, et qu'à vrai dire, une fois les premiers éléments découverts, il n'y a pas grand-chose qui se passe. En tout cas, il n'y a pas grand-chose qui est communiqué. Vous restez toujours désabusé là ce soir? Vous êtes dans l'espérance après tout ce qu'on s'est dit, tout ce qu'on a vu? Je suis de toute façon dans l'espérance. Je saurai ce qui s'est passé, mais je suis un peu désabusé de tout ce qui se passe. Oui. Encore une fois, l'exemple de la photo, le contrat, mine de rien, on ne sait rien, nous les familles. C'est pas du tout. On n'a pas été mis au courant. On n'a pas. Enfin, on est. Bon, on est un peu désabusé. Il y a un vrai manque d'informations, de communication. Ça, c'est sûr. Oui. Ouais. Mais c'est vrai que même sur ces nouvelles recherches, il y a des familles qui disent voilà, c'est resté très confidentiel, on n'a pas été mis finalement dans le... On a demandé le contrat, on l'a pas eu. Vous avez été surpris, vous, que les recherches reprennent 1 an après, comme ça? Ça fait 1 an qu'on se bat pour ça. Donc non, parce que ça fait vraiment 1 an, encore plus les Malaisiens que nous, qui disent à leur gouvernement, on ne peut pas arrêter ces recherches. Vous nous avez dit que la zone plus au nord était vraisemblablement là où était l'avion. Allons-y. Donc on ne comprenait pas pourquoi. Donc non, on n'a pas été surpris. On a été surpris de ce délai de 1 an. On se disait toujours que ça allait reprendre. Et on a été surpris aussi qu'une société dise il y a 6 mois, on va le faire gratuitement, et que ça a pris 6 mois à être négocié quand même. Et vous avez été informé personnellement de ces nouvelles recherches? Non. On l'a su par la presse. Par la presse. Vous l'avez su par la presse? Moi, je l'ai su par la presse. C'est assez surprenant. Oui, surprenant. Pas de réaction là-dessus? La façon dont les familles ont été traitées dans cette affaire n'est vraiment pas à la hauteur de ce qu'elle devrait être.
Moi, j'ai eu beaucoup de relations avec les familles durant l'enquête du Rio-Paris. Et je peux vous dire que du côté français, qu'il s'agisse du BEA, mais qu'il s'agisse aussi d'Air France, il y a eu une information permanente qui a été donnée. Ça n'a pas sans doute été le cas. Sans doute un problème de culture de la part des pays concernés. Un mot là-dessus, peut-être? Oui. Ça vous surprend aussi? Bien sûr, c'est extrêmement surprenant. Dans la culture franco-française, oui, tout est fait et tout est bien fait d'ailleurs. Hein. Et évidemment, avec les Chinois, ils ont un système un peu plus opaque que le nôtre. Hein. Pour résumer, là, il nous reste plus que 2 minutes. Qu'est-ce que vous espérez, vous? Qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce qui va ressortir, pardon, de ces nouvelles recherches, à votre avis, en tant qu'expert? Qu'est-ce qu'on peut espérer, en tout cas? Alors d'abord, ce que je dois dire, c'est que j'ai le plus grand respect pour le combat que mène M. Vatrelos, et j'espère pour lui, même si je ne suis pas d'accord toujours avec ses hypothèses, et j'espère pour lui, et j'espère aussi pour la communauté aéronautique que ces recherches aboutiront. On devrait être fixé assez rapidement, puisque, comme vous l'avez rappelé, il y a une limite de temps qui a été fixée de 90 jours. C'est très court, 90 jours. Alors ces 90 jours correspondent d'ailleurs à la saison encore de beau temps dans l'été, dans l'océan Indien. Après ça, on fera face à des conditions hivernales. Donc voilà, dans 90 jours, on fera le point. J'espère de tout cœur qu'on aura retrouvé l'épave, qu'on pourra exploiter les enregistreurs et les différents débris qu'on pourra retrouver. Au-delà, je ne suis pas sûr que les recherches seront menées très rapidement, seront menées dans la foulée. Il faudra probablement encore attendre du temps pour les poursuivre. Mais on peut espérer trouver une épave, à votre avis? Oui, bien sûr. Oui. Et pas juste des débris Il y aura des morceaux tout petits, mais il y aura des morceaux qui resteront très, très importants. Par exemple, dans le Rio-Paris, si vous vous rappelez des images qui avaient été communiquées dès le lendemain de la découverte, on voyait des moteurs entiers, on voyait des morceaux de voilure, on voyait des trains d'atterrissage. Et les enregistreurs étaient quasiment, non pas intacts, mais étaient en bon état. Donc, lorsque l'avion s'écrase sur la mer, il est effectivement pulvérisé. Les débris les plus légers partent en petits morceaux, mais les débris les plus lourds restent relativement denses et puis tombent à pic. Merci beaucoup. Merci à tous les trois. Ce samedi soir, restez avec nous, l'information continue sur LCI, LCI.fr.